Donc, je m'appelle Émilie Gonod, je suis la fondatrice d'une boîte qui a 15 ans cette année qui s'appelle Uni, qui regroupe notamment donc, un label Unicomusique, édition, une agence de stratégie digitale et organisme de formation qui s'appelle Magicity, et Causa, la casquette avec laquelle j'interviens aujourd'hui sur tout ce qui est programmation et modération de conférences, et notamment la programmation des 12 conférences sur cette scène, les 2 le matin et les 2 l'après-midi. Et donc j'ai l'honneur de modérer cette conférence sur live et développement durable, la question de comprendre l'impact de son lieu ou de son événement pour agir. Parce que c'est bien de comprendre, encore mieux d'agir. Mais c'est bien d'agir quand on a compris. Bref, donc avec moi, je vais vous faire, voilà, j'ai Lucie Boucher, qui est, c'est dans le magnifique. Lucie Boucher, donc, est programmatrice de l'espace développement, l'espace DD, l'espace développement durable des 10 de Nantes, et qui est aussi, entre autres, doctorante en sciences de gestion. Enfin, sa bio, elle fait à peu près 10 minutes, donc voilà, je vais faire aujourd'hui l'essentiel. Maxime Faget, qui est le fondateur de Fairly. Rudy Toutobout, qui est le chargé de mission, Rudy Guillaume Ducléon, qui est le chargé de mission de développement durable et responsable de projet au collectif des festivals. Et Marie Lecam, qui est directrice adjointe de FGO Barbara et les 3 Baudets. Et du coup, alors il y a eu pas mal d'études ces dernières années, donc Déclic, REX, Pod, Landscape, parce que c'est les études se multiplient, pour un peu comprendre la question des impacts dans le secteur du live, avec pas mal de recommandations, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et à côté de ça, il y a des outils technologiques qui commencent à apparaître, ou organisationnels, pour accompagner les structures dans cette transition. Et toute la question du jour, ça va être la question du temps, la question de l'argent, la question de l'ordre dans lequel on fait les choses. Et parfois c'est difficile, et parfois c'est long, et parfois c'est coûteux. Et la question c'est de comment est-ce qu'on combine un peu tout ça pour qu'on ait vraiment du changement effectif, aussi bien pour les pros et les publics, sans que ce soit au détriment des pros et des publics. Donc on est ensemble pendant 1 heure, je laisserai une dizaine de minutes à la fin pour des questions. Et si ça dépasse, on s'arrêtera là et puis vous pourrez poursuivre les questions avec nos invités. Du coup, je voulais commencer en demandant à tout le monde un petit peu si vous pouviez donc vous présenter rapidement et expliquer surtout à partir de quand et à quelle occasion vous avez commencé à vraiment travailler sur la question du développement durable dans le live. C'est vaste. Lucie ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, outre les activités que tu as nommées, effectivement, je travaille et j'observe les évolutions j'ai calculé hier, depuis 20 ans, ça ne rajeunit pas, en matière de transition écologique et sociétale du secteur. Et en fait, j'ai vraiment commencé par mettre les mains dedans au sens propre du terme, puisque mon premier rapport à la transition écologique, c'est de trier les déchets en festival, à une époque où on nous disait déjà qu'on ne pourrait jamais dépasser la mare de gobelets jetables au sol des festivals. Donc vous voyez, ça date un peu, fort heureusement. Et donc mon activité a pris de plus en plus de recul pour arriver aujourd'hui sur des activités d'enseignement, de conseil et de recherche. Et donc c'est cette approche-là qui en fait est la mienne. Et pour répondre à cette question de quel est mon rapport avec tout ça, c'est un peu ce qu'on dit sur le féminisme, sur l'intersectionnalité. Il s'agit en fait de lunettes qu'on met et qu'on ne peut plus enlever. C'est plus possible de voir les choses au travers de lunettes différentes de celles qu'on pose sur cette activité une fois qu'on les a mises et qu'on a pris conscience d'un certain nombre de choses. Merci. Maxime ? Oui. Au début de mon parcours, il y a l'organisation d'un festival en 2016-2017 en Allemagne, la Synapse, et pour lequel on avait créé une application à l'époque qui permettait de faire de la transparence sur la juste gestion financière responsable d'un festival et d'un événement, notamment vis-à-vis du paiement de ses artistes, de ses prestataires, fournisseurs, dans le but de faire un peu la lumière sur ça pour les publics. On a fait ça pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, vers 2020, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille plus loin que la question de la responsabilité financière et la responsabilité sociale et sociétale pour aussi intégrer la question écologique et la question en fait durable au sens large. Donc c'est devenu vraiment notre cœur de métier à partir de ce moment-là. L'année suivante, on a fondé donc Fairly, qui continue entre autres les activités précédentes avait monté les années précédentes, mais qui a aussi lancé le développement de Fairly Score, qui est donc un outil qu'on sort
là actuellement qui pourrait aider toutes les structures comme les festivals, les salles et les producteurs tourneurs du secteur de musique live à mieux anticiper, mieux comprendre les impacts de leur activité et pouvoir les communiquer en toute transparence vis-à-vis des partenaires, des publics. Merci, Marie. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marie Lecam, directrice adjointe de FGO Barbara et des Trois Baudets, qui sont donc 2 établissements de la ville de Paris. Et donc la spécificité un peu de ce système-là, c'est que pendant 5 ans, en fait, c'est une structure qui gère ces établissements-là, et tous les 5 ans, il y a des appels à projets. Il se trouve que du coup, la société Madline a remporté l'appel à projet en 2019. Donc je ne pourrais pas reparler de ce qui s'est passé avant, donc depuis 2019. On a été reconduit en 2024 pour 5 ans supplémentaires, ce qui permet aussi d'ancrer tout le travail qu'on fait sur une durée beaucoup plus longue. Et dès 2019, il y avait cette volonté-là de mettre en place un certain nombre de choses. Il se trouve que l'année d'arrivée d'une nouvelle direction, c'est toujours quelque chose d'assez long à mettre en place. Donc on s'était dit 2020 c'est bon, on y va. Bon 2020 voilà, on va pas faire le tour de la question, mais donc Covid arrive, forcément c'est du coup tout de suite pas du tout la priorité. Et on a commencé vraiment à s'intéresser sérieusement au sujet du coup en post-Covid on va dire, donc à partir de 2021-2022. Et il se trouve que là pour le coup on souhaite en tout cas faire quelque chose d'extrêmement fort à partir de maintenant, puisque il y a eu un engagement extrêmement fort de Madline dans la rédaction de l'appel à projet pour les 5 prochaines années, de l'engagement en tout cas sur le développement durable et la transition écologique. Et donc c'est un peu tout l'enjeu aussi aujourd'hui de voir de quelle manière on actionne tout ça. Merci, Freddy. Oui, alors je travaille au collectif des festivals d'associations bretonnes qui regroupe une trentaine de festivals et que nous accompagnons du coup sur les questions de transition écologique. L'asso a été créée en 2005, donc la question de la transition écologique a été abordée il y a quelques années. D'un point de vue plus personnel, c'est plus récent forcément. C'était en 2014 où j'ai créé un festival associatif de musique actuelle avec une forte dimension et une forte volonté de sensibiliser notre public à la transition écologique. Donc effectivement, en 10 ans, les choses ont quand même beaucoup évolué, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce que j'observe, c'est vraiment à quel point les acteurs culturels sont devenus experts et expertes sur ces questions. Il y a encore 10-15 ans, c'était des sujets peut-être un peu superficiels, très importants tout de même, mais comme le tri des déchets par exemple. Aujourd'hui, on va vraiment dans le cœur du réacteur et je trouve que ça devient vraiment très intéressant, notre niveau d'expertise collective sur ces sujets. Du coup, très rapidement, mais la place que tout ce qui est développement durable, transition écologique, ça prend dans votre quotidien, on va dire professionnel, mais évidemment personnel, c'est quoi, 100%, 95%, 2%? Non, j'imagine plus. Mais... En ce moment, oui, on est très très haut à mon avis. Je ne vais pas donner un chiffre précis, je ne sais pas, mais moi c'est ce qui anime tout mon travail et celui des personnes avec lesquelles je travaille actuellement. Lucie. Très compliqué d'y répondre, comme tu l'as dit, je fais plein de choses différentes et je m'apprête à commencer une thèse. En tout cas, ça anime l'essentiel de ce qui fait que j'arrive encore à me lever le matin dans l'actualité que nous éprouvons toutes et tous. Marie et moi en tout cas c'est un peu plus compliqué d'y répondre dans le sens où forcément notre activité principale ça n'est pas la transition écologique ou le développement durable, c'est l'organisation de concerts. Voilà, donc forcément c'est notre priorité, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de sujets de société comme égalité femmes-hommes et cette question de transition durable qui évidemment maintenant est dans notre quotidien et donc tend d'être de plus en plus présente dans nos quotidiens de travail. Alors moi forcément c'est mon métier, donc je dirais 95%, mais même pour mon activité plus bénévole de président d'association avec le festival Octofolie, quand je fais de la programmation par exemple, ça vient quand même beaucoup jouer dans mes décisions et forcément je pense que j'ai un gros biais, je pense vraiment mes décisions avec ce prisme-là. Et alors, je vous ai posé cette question un peu piège aussi parce que l'idée c'est de se dire, quand on entre dans une démarche, on se dit ok, on a plein de bonnes intentions, c'est comme les résolutions après le nouvel an, et puis on va à la salle de sport peut-être, ou je sais pas quoi, à fond, et puis après on dit j'ai pris de l'avance, et puis on en fait un peu moins, et puis au bout de 3 jours on est revenu à peu près à 0, ou à moins 15, et souvent sur ce genre de choses, comme c'est durable, et comme c'est la question genre d'une transformation en profondeur, effectivement on peut avoir de bonnes volontés, mais c'est comment est-ce que pour que cette transition elle soit vraiment durable, comment on l'intègre dans son quotidien pour que ce soit pas juste
j'ai fait un bon travail, une mission intensive et voilà. Du coup, après sur la question un peu état des lieux, je vais commencer avec toi Marie sur la transition écologique des lieux. C'est un long processus, il se fait à plusieurs niveaux, le bâtiment, la vie quotidienne sur place, la mobilité des spectacles et des publics. Qu'est-ce qui est simple à évaluer et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, pour moi, rien n'est simple. Rien n'est simple, pour la simple et bonne raison qu'on est quand même énormément, là, ça commence à venir, ne serait-ce que dans les dispositifs d'apprentissage, les programmes de fac, etc. Il y a de plus en plus de socles comme ça. Mais en tout cas, pour les gens de ma génération, on n'est pas sachant du tout. C'est-à-dire que vraiment, on part de zéro nous concernant. Donc du coup, c'est vrai que se poser un peu la question de quelle manière on va aborder la transition écologique et le développement durable dans une structure, dans un établissement qui accueille des spectacles, c'est extrêmement compliqué. Et comme tu disais, effectivement, on aborde les choses, on n'est pas les seuls, hein, je pense que c'est vraiment très systématique pour toutes les salles, de trois manières différentes. Effectivement, il y a la vie quotidienne, c'est-à-dire les salariés, entre nous, les collaborateurs, comment on fait nous-mêmes, en tout cas pour améliorer les choses. Donc voilà, forcément, il y a des choses assez évidentes qui seront mises en place, c'est-à-dire le tri des déchets, la proposition en restauration de plats végétariens, la réduction des plats carnés, sur forcément la réduction des vaisselles à usage unique. Enfin, voilà. Donc des petites choses qui sont assez faciles et qui sont assez évidentes. Et puis ensuite la question sur est-ce qu'on envoie des pièces jointes, est-ce qu'on envoie des pièces jointes, enfin voilà. Est-ce qu'on a des systèmes de besoin d'imprimer, est-ce qu'on peut éventuellement éteindre la lumière dans les toilettes quand on part, enfin voilà, vraiment des choses très basiques, mais finalement des fois qui sont pas si évidentes que ça. Mais là où, en l'occurrence, je pense qu'on est quand même assez chanceux dans notre secteur d'activité, c'est qu'en fait globalement tout le monde est très sensibilisé à ça. Donc c'est pas difficile du tout en tout cas de mobiliser les équipes sur cette question-là. Après, en effet, on a deux autres volets qui sont eux beaucoup plus compliqués, qui va être en effet, on parle de mobilité des artistes, mobilité des publics, donc ça forcément le choix de programmation, de quelle manière on programme, et comment on réduit aussi la programmation d'artistes internationaux, ou comment on essaie de mobiliser aussi les bookers, les boîtes de prod, et de quelle manière les artistes vont venir chez nous. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est parisiens, donc forcément, du coup, c'est beaucoup plus simple, en tout cas en termes de mobilité. La mobilité des publics, là, très clairement, on est très en retard. On est en train de voir de quelle manière aussi on multiplie la récupération des données de nos publics qui viennent en salle. Donc ça, c'est vraiment un constat qu'on a fait l'année dernière, de se dire, en fait, on a peut-être 5% des gens qui remplissent au moins un code postal. Et de quelle manière, du coup, il faut qu'on réfléchisse à améliorer cette dimension-là. Juste là-dessus, parce qu'en fait, quand on est dans une grande ville, peut-être que les gens viennent à l'occasion de l'événement, mais peut-être qu'en fait, à l'occasion d'un séjour dans la ville, on ne sait pas quelle est la durée du séjour, les infrastructures, c'est un peu plus compliqué. On a la naïveté de penser que les gens qui viennent, et je pense que c'est quand même le cas, ils sont essentiellement parisiens et franciliens, mais sans avoir, pour l'instant en tout cas, aucune manière de quantifier les choses. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, on a énormément de travail à faire, en tout cas sur les publics, sur les artistes, c'est vrai qu'on commence à travailler justement sur ça. Mais le gros du travail pour nous aujourd'hui, c'est les bâtiments. Et les bâtiments, je prends vraiment l'exemple d'FGO Barbara et Trois Baudets. Ce sont des bâtiments qui ont été construits et réhabilités, FGO construit et Trois Baudets réhabilités en 2008. 2008, c'est encore un sujet qui n'était pas du tout à l'heure du jour, et forcément, on est 15 ans plus tard avec des bâtiments qui ont des problématiques structurelles, et notamment sur la question des fluides, du chauffage, de la climatisation, qui sont absolument pas optimales et qui du coup nous posent un certain nombre de problèmes. Pour le coup, on identifie assez vite le fait qu'on a du problème de chauffage. Que là, typiquement, hier soir, j'ai mon régisseur général qui m'appelle en me disant bon, j'avais éteint la clim, est-ce qu'on la remet? Bah non, tant pis, les gens vont avoir chaud en fait. Enfin, voilà, donc c'est vraiment des choses comme ça où on sait qu'à un moment donné, on va. Voilà, on est mi-octobre, c'est bon, on arrête la climatisation, et en fait, il se trouve que hier il faisait 24 degrés, et la question se pose, et on s'est dit, non, tant pis. Il faisait 30 degrés dans la salle, et puis à un moment donné, c'est un choix aussi, forcément par rapport à ça. Mais c'est vrai que la question des bâtiments, elle est centrale, elle est complexe. Et là, pour le coup, c'est aussi toute l'importance, nous concernant, d'être en discussion régulière avec le tutelle, qui est la ville de Paris, puisqu'en fait, on est locataire, on n'est pas propriétaire, donc ça c'est la petite nuance. Le fait qu'on soit locataire, nous, on a l'obligation d'entretien, l'obligation de maintenance,
mais c'est le locataire qui a l'obligation en tout cas du bâtiment. Et là, du coup, c'est vrai que le propriétaire, pardon, oui. Et donc, ça, tout l'enjeu, effectivement, c'est de discuter avec eux, de faire remonter ça. Il se trouve qu'ils sont quand même très sensibilisés à la mairie de Paris pour ces questions-là. Mais on n'est pas le seul. Et puis, de toute façon, on ne peut pas l'être, de toute façon. Donc, installer des compteurs, réparer des... Voilà, tout ça, c'est du coup le propriétaire. Ça, c'est le propriétaire, mais en fait... Bon, ils sont très très occupés, ils ont je ne sais même pas combien de bâtiments culturels et même de bâtiments de la ville. C'est vrai qu'on est très souvent aussi, on enclenche les choses en disant bon bah voilà, là il y a un souci, on a même des devis, comment on fait, etc. Enfin voilà, mais c'est nous qui sommes très très souvent confrontés à des problématiques et donc forcément à chaque fois en allant systématiquement vers eux, on se pose la question de on fait comment. Merci. Rudy, sur tout ce qui est festival, soit géographie, topographie, taille, mobilité des publics, etc., qu'est-ce qui est pareil simple à évaluer et qu'est-ce qui ne l'est pas? Sur l'évaluation, ce qui va être simple, c'est tout ce qui passe par les achats, parce que forcément les factures sont un super outil pour justement suivre les fluides, par exemple, tu en parlais. Donc en gros, une bonne compta égale on enclenche la transition. Quoi. Exactement, ça peut en faire partie des alliés. Par exemple, la mesure comptable environnementale qui propose justement de se baser sur les dépenses pour avoir un système un peu automatisé de l'empreinte carbone, qui est en cours de développement, c'est pas encore très répandu. Mais sans même parler de comptabilité en euros, sur la facture figure la donnée d'activité, qui est vraiment le milieu d'information important à suivre. Donc par exemple, les litres d'eau consommés, les kilowatts d'énergie consommés, les litres de carburant, les kilomètres effectués quand on est sur une location de véhicule par exemple. Donc ça c'est très facile à évaluer et on arrive quand même en passant par les factures, à avoir quand même pas mal d'informations. Après c'est du temps de travail qu'il faut pour justement suivre, catégoriser et classer tout ça. Le problème de l'événementiel, c'est que la plus grosse partie de l'impact carbone repose sur la mobilité des publics notamment, et c'est justement le poste où on a la plus grande incertitude. Donc là, c'est un contraste un petit peu problématique. Donc là, du coup, ce qui va être intéressant là, pour avoir quand même de la donnée là-dessus, parce que c'est le poste sur lequel il faut avancer le plus vite, ça passe plutôt par des études des publics. Donc c'est du travail, c'est encore du temps de travail. Pas besoin forcément d'avoir un énorme panel de public, à partir de 300 personnes, quel que soit l'âge, d'après les statisticiens, nous disent que ça suffit, mais c'est du temps de travail pour aller administrer ce questionnaire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais tout ce qui est automatisé via la billetterie, c'est souvent pas suffisant avec du coup un taux d'incertitude qui est très important. Moi j'avais une question par rapport à l'impact de l'événement sur les sols, par exemple, sur Glastonbury par exemple, ils font une édition, jachère en fait. Tous les 3 ans, il y en a une qui saute. Donc après la billetterie, c'est encore plus dingo quand on sait qu'on ne va pas avoir de Glasto avant genre 2 ans. Est-ce que ça, au niveau de l'évaluation, c'est un peu compliqué encore ou... Tout ce qui va toucher à la biodiversité, c'est un sujet émergent au niveau notamment des festivals. Donc il y a eu des travaux effectués notamment cet été sur Willow Green. Donc ça va être très intéressant à suivre avec une méthodologie qui sera partagée. Donc là-dessus, c'est chouette parce qu'on avance, mais c'est effectivement un peu l'angle mort encore aujourd'hui sur l'impact environnemental. Ce qui est très facilement mesurable, c'est le bilan carbone. La pollution air, sol, eau, ça pourrait être mesuré avec des analyses, mais c'est très peu fait. Mais effectivement, tout ce qui est biodiversité, donc santé des sols et santé des écosystèmes, notamment faune et flore, là, c'est un sujet qui émerge à peine, mais c'est un sujet évidemment très important. Merci. Du côté de Ferly, Maxime, parce que vous avez commencé à avoir des bêta-testeurs, etc., est-ce qu'il y a déjà des premiers, parce qu'il y a des tests, etc., des tendances que vous avez constatées dans l'équipe ou qui dessinent? Je voulais juste rebondir une seconde avant sur ce qui a été dit, et notamment par Marie, d'ailleurs les deux, parce que la montagne paraît un peu difficile à gravir avec toutes ces choses différentes, et toutes ces données très hétérogènes à aller chercher. Je veux juste préciser avant qu'il y a encore un autre versant de la durabilité qui est l'aspect social, et la bonne gestion en fait des personnes, des équipes, de la parité dans une équipe, des questions de gouvernance, des questions d'impact local, d'insertion dans des chaînes de valeur, de mutualisation, etc. Tout cet aspect-là, sur lequel souvent beaucoup de salles, festivals font déjà les choses très bien, et je pense notamment avec Géo Barba, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, en fait, en regardant justement du point de vue de l'outil Ferly, donc comment était la gestion sur ces différents aspects. Et en fait, souvent il y a une gestion qui est
est assez exemplaire sur un bon nombre de points et c'est pas comptabilisé ou c'est pas compté dans les efforts de la durabilité, alors ça devrait l'être. Parce que quelque part, c'est comme si c'était des sujets cloisonnés. Ah, ben, il y a un volet égalité, il y a un volet développement durable, alors qu'en fait, tout est lié. Et il ne faut pas négliger donc ce côté poreux entre ces différentes choses, tout en les analysant d'une manière différente. Donc c'est pour ça que dans notre cas, par exemple, on a fait 3 scores d'analyse. Donc il y a une partie carbone, une partie environnementale au sens large, qui inclut carbone aussi, mais qui en sort donc, pour les aspects de biodiversité, gestion de l'eau et différents impacts, et la partie économique et sociale. On avait envisagé pendant un temps de faire un score de tout ça, mais en fait on s'est rendu compte que c'était absolument pas possible, puisqu'on comparait des choses qui étaient très différentes. Et il y avait plein de cas imaginables où quelqu'un aurait une superbe gestion écologique de son événement de sa salle, mais désastreux sur le point de vue social. Et en fait, que cette structure se retrouve avec 50 sur 100, on va dire, ne semblait pas faire beaucoup de sens. C'est pas très fair. Non, exactement. Et à l'inverse, il faut voir les effets qu'ont certaines de nos décisions sur un de ces aspects sur l'autre partie du tableau. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, au tout début aussi, de l'impact ou de la place que prend le développement durable, on va dire, dans nos vies actuellement. Alors, forcément, c'est beaucoup, mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Il y a l'aspect économique de nos vies, de notre travail, de nos sorties, etc. Et en fait, tout ça dialogue en permanence. Et nous, il faut le savoir, il ne faut pas essayer d'appliquer, on va dire, d'une manière frontale, forcément tout ce qui serait recommandable d'un point de vue purement écologique ou d'un point de vue carbone centré. Il faut prendre en compte l'humain derrière, les organisations, prendre en compte les implantations locales. Et ça, c'est. Alors, j'ai l'impression de rajouter encore de la difficulté en disant ça, mais en vérité, ça apporte de la nuance aussi sur le fait qu'on peut s'améliorer sur plein de points différents à la fois. Et ensuite, sur les retours qu'on a eus jusqu'à maintenant, on n'a pas en fait de statistiques, on va dire, à partager à l'heure actuelle, puisque l'outil est assez. La mise en circulation, en utilisation est assez récente. Par contre, on a beaucoup de retours sur ce qui pose problème dans les questions de collecte de données en général. Il faut savoir que c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment des objectifs que de réduire ce temps qu'on passe en fait à envoyer des Excel de formats différents à plein de personnes différentes et aller chercher des données qui sont des kilométrages, des types de menus, des nombres de personnes sur scène et toutes ces choses-là qui n'ont pas grand-chose à voir. Et c'est des infos qui sont détenues par plein de personnes différentes. Donc on essaie de résoudre ça par des solutions technologiques qui sont pas révolutionnaires mais qui sont très utiles et qui peuvent vraiment calquer sur les usages et le métier pour ne pas rajouter de la charge de travail. Et ça va passer notamment par connecter ces outils, sa billetterie, ces outils de gestion de stock, de vente, sa RH, des choses comme ça qui font qu'en fait le double avantage sera de simplifier, on va dire, réduire le temps de travail pour obtenir ces informations et crédibiliser les informations en allant la chercher là où elle est. Et dernier point sur le public, on fait ça aussi, on fait actuellement pour le FGO dans le cadre du MAMA. Il y a des personnes qui ont actuellement, qui ont des formulaires sur notre interface, sur leur portable et qui vont voir, donc en gros le public actuellement là depuis hier. On va pouvoir sortir des infographies après sur ça et ça va s'insérer directement dans le score du FGO/MAMA. Donc si quelqu'un vous approche, c'est normal, c'est ça? Voilà, exactement. Okay. N'ayez pas peur si vous allez au FGO. Okay. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va vous demander comment vous êtes venu. On va reparler de tout ça effectivement. Lucie, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as remarqué des tendances concernant l'évaluation, le calcul d'impact du lait en France et en termes d'initiatives, de type de calcul que les gens privilégient, s'il y a des angles morts voilà. Alors la première tendance que j'observe, mais c'est une tendance humaine, c'est qu'on parle ici de sujets très complexes, vous l'avez tous les trois très bien montré, et que l'être humain a tendance à vouloir simplifier pour pouvoir comprendre et du coup pouvoir rapidement entrer en action. Donc ça fait qu'on passe de la question du développement durable qu'on connaît toutes et tous au travers des 3 piliers qui comprennent le social et l'économique à une question environnementale, ça c'était il y a quelques années, et puis en fait de l'environnement qui contient des enjeux de respect de la biodiversité, de la biosphère et de la pollution, et de la réduction de la pollution, on passe au bilan carbone. Donc ça c'est la première tendance que je vois, c'est qu'en fait le bilan carbone a tendance à résumer, phagocyter, évincer tout le reste de la question environnementale de manière générale, et c'est très dommageable puisque quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, on parle d'une partie seulement de la pollution,
Voilà, on est sur une version, on va dire, je peux même pas dire simpliste parce que c'est compliqué de faire un bilan carbone, c'est compliqué d'agir sur la base de ce bilan. Mais voilà, on a une tendance à la simplification. Juste là-dessus, ce matin, sur la conférence sur un spectacle technologiquement innovant, petit, lettré, co-responsable, il y avait un certain nombre de récurrences sur un mouvement de faire des bilans carbone. En même temps, on a besoin d'être innovant et donc c'est un peu bullshit. Donc c'est exactement ça. Donc ça, c'est la première tendance que j'observe. La seconde, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement global de la profession. Je serais peut-être moins optimiste que toi, Rudy. Je pense que dès qu'on sort de nos... On peut avoir des biais de perception. Dès qu'on sort de nos environnements sociaux, professionnels, intéressés, engagés, convaincus par les questions, moi, il m'arrive régulièrement de tomber sur des gens que j'adore, qui sont des producteurs et qui clairement s'en foutent de toutes ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, ça n'entre, sauf éventuellement l'égalité femmes-hommes, où là, ça peut crisper de se dire qu'on n'aura pas son soutien parce qu'on a un groupe uniquement composé de mecs. En dehors de cette contrainte qui peut du coup exister au travers de certains dispositifs, ça reste relativement facile de s'en foutre aujourd'hui. Il faut dire les choses concrètement, hein. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, au-delà de cette question-là, j'aurais tendance à dire qu'on est pour l'instant à l'étape du volontarisme. Donc, on a effectivement des outils, dont celui-ci qui est clos, mais qui fait déjà parler de lui depuis longtemps. Et on reste à l'étape de l'intervention volontariste. Et au niveau du ministère, on est en train de créer un certain nombre de référentiels carbone dont aujourd'hui j'aimerais pouvoir te dire à quoi ils vont servir et quels actes, quelles décisions ils vont permettre de prendre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, et ça me fait penser que souvent on parle beaucoup d'éco-responsabilité, mais en fait ce qui est sous-entendu c'est qu'à chaque personne de prendre ses responsabilités et c'est effectivement sur la base du volontariat, quoi. Oui, mais c'est une version très capitaliste des choses. C'est couper l'eau quand vous lavez les dents, utiliser la voiture, utiliser les transports en commun au lieu de la voiture. Oui, d'accord. Enfin, si je vis dans un environnement rural, si je bosse de nuit, si je vais à l'usine, si je suis dans un endroit où il n'y a pas d'autres solutions, c'est pas ma faute. C'est une question plus sociale. Et accessoirement, s'il y a plus d'argent public pour payer tous les dispositifs qu'on met en place, c'est pas de ma faute non plus en tant que citoyen. Maxime, juste pour rebondir sur ça, je pense que ça peut, dans certains cas, la mesure peut aussi servir à contrer cet effet-là, d'individualisation de la responsabilité, de l'impact. Tout à l'heure, tu mentionnais le fait par exemple, faire remonter l'info à un propriétaire. Le fait que, voilà, en fait, j'ai ce bilan carbone sur mon activité, sur ma salle, sur mon festival, mais ça passe aussi par ce bâtiment, donc qui est l'autre, ou alors on peut dire ça passe aussi par la venue de mes publics en voiture massivement parce qu'il n'y a plus d'infrastructure de mobilité à proximité. Plusieurs festivals, salles qui s'emparent de cette information, qui la traduisent de la même manière, avec le même langage, avec les mêmes types de métriques. C'est aussi une manière de faire remonter, possiblement, pas dans tous les cas, à des pouvoirs locaux ou des personnes qui sont en mesure, en position de faire changer les choses sur certains endroits et de prendre des responsabilités qui ne sont pas uniquement individuelles, mais pour une collectivité. Oui. Ah, très bien. Du coup, pour rentrer encore plus dans le concret, Marie et Rudy, ça c'est une question pour vous. Est-ce que vous travaillez déjà avec des actrices, opératrices spécialisées, spécialistes, et si oui, lesquelles et pourquoi? Est-ce que c'est dans un but d'auto-évaluation, d'évaluation, de diagnostic? Est-ce que c'est pas la même chose? Rudy. Alors nous, au collectif, on a créé notre outil qu'on propose à nos adhérents, qui est un plan d'action de développement durable qu'on appelle BAD, qu'on met à disposition de nos adhérents et qu'on accompagne sur sa complétude justement. C'est un outil assez simple parce qu'on sait que le temps est extrêmement précieux. Ça a été aussi une demande de nos adhérents d'avoir quelque chose de simple qu'ils et elles peuvent s'approprier facilement. L'idée c'est de passer un peu plus de temps sur l'accompagnement concret que sur plutôt la mesure et la planification. Donc c'est un outil qui prend la forme d'un tableur Excel qu'on met à disposition sur un espace partagé et qu'ils et elles peuvent consulter aussi entre eux. C'est-à-dire qu'on a par exemple le BAD des transmusicales dans le même dossier que celui de Hard Rock, que celui du Festival Anticeltique. Et du coup, comme ça, ils peuvent aussi regarder un petit peu ce qui est fait ailleurs. Ça peut les inspirer, ça peut aussi leur permettre d'identifier des problématiques et des chantiers en commun. Donc ça prend du temps, on l'a lancé il y a 3 ans. Pour l'instant, on n'est pas encore sur 100% de nos adhérents qui l'utilisent. Parce que ils ont besoin aussi d'accompagnement pour le remplir. Et pourtant, c'est un outil assez simple, vraiment un tableur Excel avec peut-être une dizaine de colonnes, plusieurs critères dans chaque case.
Mais voilà, nous on préfère mettre notre temps et celui de nos adhérents plus sur l'accompagnement concret, sur l'expertise aussi au cas par cas. Parce que si on était sur un outil trop lourd, je pense que vraiment le taux d'appropriation serait trop faible, ou peut-être qu'il serait au détriment d'autres actions concrètes. On a par exemple un de nos adhérents qui était ISO 20121, donc là c'est l'autre extrême, c'est vraiment la complexité à l'extrême, mais qui justement s'en est détaché pour ces raisons-là, parce que finalement le temps passé vraiment à remplir un peu bêtement toute la partie administrative se faisait au détriment des actions concrètes. Donc nous on a préféré plutôt choisir la simplicité de l'outil. Nickel. Marie? Alors nous, au démarrage, quand on a réfléchi un peu par quel biais on allait commencer, on s'est dit on va faire le plus facile. Mauvaise idée. Et on s'est dit on va commencer à faire notre bilan carbone, ce qui était un peu le sujet du moment à l'époque, il y a 1 ou 2 ans. Comme il y a une question de temps et d'argent, et on va y revenir dans quelques instants, mais du coup on n'avait ni le temps nous de s'en occuper nous-mêmes, ni l'argent pour à dépenser vraiment pour dédier sur cette question-là, et on avait fait appel à des étudiants, voilà, en se disant c'est un projet de fin d'études, ça va leur servir, ça va nous servir aussi, et donc on a commencé à travailler de cette manière-là. Voilà, évidemment, on s'est vite rendu compte que toutes les questions qu'ils nous posaient, on était en incapacité totale de répondre de manière très précise. Il y a le volume du plastique. J'ai une poubelle qui fait tant de mètres cubes et qu'on dépose devant tous les 3 jours. Enfin voilà, mais typiquement, c'est vraiment des questions très précises. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on a commencé un peu plutôt sur l'évaluation, vraiment sur le bilan carbone. Et quand je dis que c'était plus facile, c'est évidemment pas facile, mais c'est surtout, c'était le plus évident pour nous en autonomie. Et effectivement, le gros sujet le plus important, nous, c'est la question des bâtiments. Et c'était très difficile pour nous de voir de quelle manière on allait pouvoir aborder cette question-là, jusqu'à ce qu'on prenne connaissance d'un certain nombre de dispositifs d'aide du CNM. Et là, on touche vraiment à cette question de l'argent, qui était donc surtout la question du diagnostic. Puisqu'en fait, c'est bien beau de se dire on a ce problème-là, on a ce problème-là, on veut aller sur des bâtiments qui sont plus écologiques. Comment on fait? C'est-à-dire que là, typiquement, on est absolument dans la capacité totale de savoir de quelle manière on va faire les choses. Et donc là, c'est tout récent, c'est en ce moment. J'ai déposé mon dossier il y a 2 jours, donc du coup, c'est... Voilà, enfin, j'ai pas encore la réponse. Hein, mais déposé. Voilà, exactement. Donc là, l'enjeu, c'était de déposer un dossier, donc déjà faire une recherche d'entreprises qui sont en capacité, en fait, de faire un diagnostic d'établissement culturel, parce que quand même, c'est une spécificité. Donc là, c'est vrai que trouver des entreprises, moi ça m'a mis quand même un certain nombre de temps, c'est de cette manière-là que j'étais rentrée en contact avec Ferli. Voilà, et ensuite, tout l'enjeu de ce diagnostic, si toutefois, parce que c'est ça l'importance dans ça, c'est qu'on ne peut le faire que si la subvention, on l'obtient en fait. C'est ça, vraiment l'enjeu, c'est qu'en fait, cette question d'argent, elle n'est pas vraiment évidente, et donc l'enjeu du diagnostic, il est aussi important pour nous parce qu'encore une fois, nous sommes locataires. Donc du coup, on veut bien nous amener les choses, on veut bien créer des moyens de trouver des solutions, mais il y a un moment donné, n'oublions pas aussi que la problématique des bâtiments revient à une tutelle, revient à la ville de Paris. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on enclenche les choses, on veut bien dépenser un peu d'argent, parce qu'encore une fois la subvention, on a 20% à notre charge, mais bon, c'est toujours pareil, c'est ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là, on est vraiment au balbutiement des choses, je ne sais pas du tout de quelle manière les choses vont se passer, si on va obtenir la subvention, etc. Mais c'est vrai que là, sur cette question-là, c'est hyper important, parce que là, par exemple, on s'est engagé dans le dossier de Madeleine pour les 5 prochaines années à étudier la faisabilité d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des logements. Voilà, en se disant, petit 1, de quelle manière en fait c'est faisable, pour nous on est déjà utilisé, et de quelle manière, si possible, cette électricité qu'on utiliserait pourrait aussi être redistribuée au bâtiment qui est juste à côté, qui est un bâtiment social. Donc voilà, c'est tout aussi un enjeu social justement, et de quelle manière ça peut aussi rendre service aux logements sociaux qui sont vraiment collés avec nous. Donc toute cette question-là, en effet, on a besoin de se faire accompagner parce qu'évidemment c'est impossible de faire sans quoi. Mais il faut du temps, il faut de l'argent.
Oui, Rudy. Juste rajouter que justement, nous, pourquoi on a choisi de ne pas trop aller sur l'outil, parce qu'on pense que c'est pas non plus une recette magique, mais plutôt ce qu'on plaide au collectif et plus globalement à R2D2, c'est pour de l'accompagnement, pour que justement les acteurs ne soient pas laissés seuls à faire ce travail, ou au contraire, ils soient accompagnés sur ces enjeux. Par exemple, j'ai été formé à la méthode bilan carbone, à l'analyse de cycle de vie, et c'est plutôt sur ces actions-là, collectives, tant qu'à faire, pas que chacun en plus ait à faire son bilan carbone, qu'on essaie plutôt de travailler. Deux questions rapides par rapport à ça. Tu t'es formé à titre individuel ou tu as été formé dans le cadre de tes fonctions exactement? Alors la formation bilan carbone, c'est à titre individuel, donc c'était du coup dans le cadre de mes activités à la fois en indépendant et au collectif des festivals. Et ce qu'on a choisi pour le bilan carbone, vu que c'est une démarche très lourde, c'est d'en faire 2 parmi nos adhérents et de tirer un petit peu les conclusions, les enseignements pour les appliquer dans l'accompagnement qu'on fait au quotidien auprès de nos adhérents, comme un peu ce qui a été fait pour le projet Déclic. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même suffisamment de données et on connaît un petit peu les grands enseignements pour pouvoir quand même avancer sans devoir forcément faire un bilan carbone, même si j'encourage toutes les structures qui ont les reins suffisamment solides d'en faire un, parce que ça apporte une réponse individualisée qui est hyper intéressante. On va vraiment au cœur du réacteur, on a vraiment un détail qui est très intéressant, mais c'est pas complètement indispensable. Et aujourd'hui, on connaît quand même les grandes actions qu'il faut mettre en place si on veut vraiment être efficace. Et la deuxième question, c'était en termes, quand tu dis d'accompagnement, c'est sous quelle forme en fait? C'est par rapport aux adhérents, c'est un service aux adhérents, c'est payant, je sais pas. Alors, le festival adhère principalement pour bénéficier de cet accompagnement, en plus aussi pour rejoindre un réseau dans lequel ils ont des espaces pour pouvoir discuter de transition écologique. Et du coup, cet accompagnement, il prend quelle forme? Concrètement, moi je me suis un peu approprié à ma façon. J'aime beaucoup les festivals, donc j'en profite pour faire la plupart de nos adhérents. Donc ça me fait une trentaine de festivals par an sur le terrain. Et du coup, ensuite, une fois que je vais sur place, un peu en observateur, donc je prends des notes, des photos. Je rassemble un maximum d'informations pour ensuite débriefer avec l'organisation de ce que j'ai pu voir et être force de proposition en m'inspirant de ce qui est fait ailleurs, soit en Bretagne, soit également en France et en Europe. Et également montrer aussi des choses que l'organisateur ou l'organisatrice n'a pas forcément conscience, parce que forcément il y a plein de choses où on pense que ça roule une fois qu'on les a mis en place, mais en fait dans la réalité, dans les faits, ça roule pas si bien, il y a des choses qui peuvent être améliorées, voire même c'est contre-productif pour certaines actions. Donc je pense que voilà, c'est intéressant pour eux d'avoir ce regard un peu opérationnel et expert à la fois. Je vais faire un petit pas de côté justement parce qu'on a abordé la question de la formation. Marie, toi tu t'es formée. Et tu peux dire rapidement dans quel cadre et où il y a eu les financements pour te former? Ouais, alors moi je ne me suis pas encore formée, parce que c'est en novembre. Donc voilà, j'ai 3 jours de formation sur la LSE. Voilà, parce qu'effectivement, la LSE aujourd'hui, ça me semble être aussi un des points de départ de la question de la transition écologique et du développement durable dans un bâtiment et puis plus largement dans le secteur culturel. Et du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant et ce qui est aussi à diffuser, il se trouve qu'il y a des dispositifs dans le cadre des OPCO, en tout cas de l'AVDAS, qui est l'OPCO du secteur culturel, via le Fonds national de l'emploi, donc le FNE. Il y a, ça a été créé pendant le Covid en fait pour faire en sorte que les personnels étaient le plus formés. Et maintenant, en fait, le FNE est conservé d'une année sur l'autre. Alors, les financements changent d'une année sur l'autre, c'est toujours en attente à chaque fois. Mais maintenant, c'est sur des thématiques précises. Bon, l'année dernière, c'était la transition écologique, la transition numérique et les Jeux olympiques. Donc c'était après, voilà, plus les JO. Les JO. Donc là, cette année pour 2024. Parce que quand on parle de 2024, ça commence en juin, c'est très logique. Voilà, il faut s'accrocher toujours avec les types de formation. Et là, en l'occurrence, cette année, c'est la transition écologique et c'est la transition numérique. Et donc, dans le cadre de ce FNE, il y a une possibilité en fait de prise en charge en dehors des enveloppes de formation classiques des entreprises, jusqu'à 100%, ça dépend en fait de la taille de l'entreprise. Mais on peut être mobilisé et on peut justement développer des formations des salariés, de direction, de tous les responsables, enfin voilà, c'est vraiment très très large, justement sur ces questions-là, et qui n'impactent pas par ailleurs le plan de formation classique. C'était pour ça. Je faisais ce petit pas de côté pour il y a des solutions. Il y a encore un peu d'argent. Je vais revenir sur l'argent dans 2 minutes. Maxime, par rapport à Ferly, et comment est-ce que Ferly se positionne sur cette question de l'évaluation, de l'impact, de diagnostic, dans sa contribution pour moyen long terme à la transition écologique de la filière? Avant tout, alors on est un outil qui est
qui est un outil de diagnostic avant tout et un outil d'analyse. Et on croise beaucoup de matrices différentes qu'on applique au cas précis d'une salle, d'un festival ou d'un tourneur. Les matrices, on essaye le plus possible de se reposer sur en fait, des études, des référentiels préexistants, donc qui ne viennent pas de chez nous, mais qui sont en fait le plus concret ou le plus objectif possible. Ça va être pour la partie sociale, notamment, je sais pas, l'indice d'égalité femmes-hommes du ministère du Travail. Ça va être les chartes d'engagement des ministères des Sports, de la Culture. On prend ces choses-là avec des critères de validation et calcul qu'on réadapte et qu'on retranspose en fait dans pareil pour la partie carbone, par exemple. On va prendre donc, les facteurs ADEME. En fait, on traduit du métier en une autre métier. On a aussi une mission qui est de synthétiser ou d'ingérer au maximum le produit d'autres études pour permettre notamment des outils de comparaison, pour permettre de situer et auxquels on va renvoyer toujours, parce que l'idée c'est pas seulement de donner une donnée brute, mais de donner la ressource ensuite pour la comprendre. Et enfin, je pense que ça va servir d'outil de travail, littéralement, pour connecter donc, ces différentes parties. Donc, un festival, par exemple, et ses partenaires, ses équipes, ses publics, mais aussi un festival avec une salle, avec un tourneur. On essaie de penser un espèce d'écosystème d'outils qui fait que plus il va y avoir d'adoption, moins il va y avoir de temps passé dessus d'une certaine manière, et plus ça va s'insérer dans des logiques métiers. Faire des économies d'échelle en fait, quelque part, et en termes de temps de données, de pouvoir affiner les données. C'est pour ça et aussi pour couvrir certains angles morts. Donc il y a certains points qu'on reconnaît bien, qu'on identifie bien, sur lesquels les gens, forcément, et de bonne foi souvent, se renvoient un peu la balle, en disant en fait c'est pas moi qui c'est pas ma faute, c'est pas mon impact, c'est tien, et comment est-ce qu'on le calcule. Et un cas précis qui revient souvent, c'est celui de la mobilité des artistes. Comment est-ce qu'on compte? Est-ce qu'on compte depuis l'endroit où l'artiste était avant jusqu'à mon endroit, puis l'endroit d'après, en sachant tout ce que ça implique comme injustice et éventuelle de calcul quand on est la deuxième date de quelqu'un qui arrive de New York et qui fait 3 dates à Paris. En fait, de mon point de vue, il est juste resté à Paris, l'artiste. Alors que le premier se prend tout dans la tête, forcément. Donc sur des choses comme ça, ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a un mode tourneur qui est en construction, qui comprend l'intégralité des émissions d'une date, qui les divise par ce nombre de dates, et qui fait en fait des calculs assez précis de code-part, qui permettent de partager ces informations en un clic vers à l'endroit du festival ou de la salle dans laquelle on se rend. C'est-à-dire, voilà, ma code-part, c'est ça. Aujourd'hui, demander à un artiste, dans ces 100 artistes ou 20 artistes d'un festival, c'est quoi votre code-part en fait de CO2 sur votre voyage là, actuellement, on n'a aucune chance d'avoir une réponse dans 99% des cas. Et l'idée, c'est de pré-mâcher ce travail-là de cette manière, en incluant toutes ces logiques. Et éventuellement, je pense que l'outil a aussi vocation à être utilisé par des professionnels de l'accompagnement, pour lesquels nous, on serait uniquement un outil socle. En fait, il y a des personnes qui font un travail qui n'est pas le nôtre, qui est vraiment de l'accompagnement dans la durée, de diagnostic très profond sur certaines choses. Nous, l'outil est aussi là pour que, par exemple, des éco-conseillères, en fait, l'utilisent pour travailler avec différentes salles, différents festivals, différents tourneurs. Comme une ressource pour que des gens se disent, bon bah tiens, je commence quelque part, et dans cet accompagnement, étape par étape, d'avoir des ports d'entrée, quoi. Il y a les deux, c'est-à-dire il y a la possibilité de le faire tout seul pour sa structure. On a un mode facile, on va dire, pour commencer, puis ensuite on ajoute des briques vraiment qui complexifient pas la chose, mais qui fluidifient en fait tout ça, avec des questions d'API et tout. Mais en fait, il y a plusieurs niveaux d'utilisation, je pense, et on espère que ce sera vraiment un outil socle pour la filière, en fait, qui sert aussi à produire des études. On parle de filière même aussi. Parce que FAIRE n'est pas le seul outil, mais c'est une initiative notable sur ce sujet-là. Est-ce que c'est le rôle d'un acteur technologique bien sûr de cette transition? Quels sont les avantages, les écueils aussi potentiels que n'importe quel outil devienne si central? Alors je vais dire oui et non, mais je vais ramener ça à l'ensemble des professionnels d'un secteur. Il y a un conflit d'intérêts manifeste entre la posture d'un professionnel qui a déjà un grand nombre de contraintes sur la tête à gérer pour organiser l'activité de sa salle, de son festival, de sa production de tournée, et le fait de répondre aux enjeux des rapports du GIEC.
par définition, je vais prendre l'image de la barre de limbo, si c'est la profession qui décide la hauteur de la barre de limbo, cette barre sera toujours très haute et assez peu contraignante. Donc de mon point de vue, si la profession d'un secteur est la seule à déterminer les critères auxquels il faut répondre pour obtenir un bon score, pour obtenir du financement, cette barre sera toujours trop haute par rapport à l'objectif à atteindre pour qu'on puisse encore faire des spectacles dans 40 ans. Donc il n'y aura pas il y aura de l'incitation, il y aura du bonus, mais il n'y aura pas de transformation sectorielle, de changement de modèle économique qui sont forcément douloureux, contraignants, qui vont forcément laisser des gens sur le côté. On le sait, hein, c'est aussi pour ça que, je disais tout à l'heure de manière un peu pessimiste, désolée, je suis la pessimiste du plateau, que c'est compliqué pour les acteurs, une fois qu'on a fait un brush-up de tout ce qu'on pouvait faire financer, travailler sans changer de modèle, d'aller passer la brique d'après, qui est très engageante et forcément très difficile et conflictuelle. Maintenant, pour reprendre les termes de François Ribach, qui est sociologue et qui travaille sur ces questions-là, je pense qu'il faut des processus démocratiques. J'ai participé à un hackathon il y a quelques temps où il fallait réfléchir au monde de 2030-40 et de comment les musiciennes et musiciens feraient carrière dans ce monde-là. On a tous créé des scénarios très pessimistes et moi je savais que Fairly existait, donc je me suis dit tiens, je vais voir comment ça réagit sur ce genre de dispositif. On a donc créé le Musiscore. Et en fait, j'ai été confrontée à des réactions presque irrationnelles, tellement elles étaient violentes de la part des personnes avec qui on travaillait sur ce projet. Tant l'outil est puissant en tant que tel. Dans notre scénario, on n'a plus d'argent public, donc la dépense culturelle est considérée comme en compétition avec les dépenses de services publics de manière générale. Et donc, il fallait avoir un bon score sur ce Musiscore, cet indicateur, pour être encore éligible à des financements publics culturels. Et j'ai bien vu comment, en fait, on est tous d'accord sur le principe, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut respecter l'environnement, qu'on a tous envie d'être encore là dans 30 ans. Quand il s'agit d'infléchir les politiques culturelles en fonction de ces scores-là, c'est beaucoup plus compliqué de pas être schizophrène, entre guillemets. Ça me fait penser à un comic strip où il y a genre deux carrés, il y en a un, c'est genre il faut que tout change, et tout le monde dit oui, il faut que vous changiez, et tout le monde fait non, et donc c'est un peu le résumé de ça. Donc après, parce que je vois le temps filer, et il faut aussi, on ne peut pas ouvrir les questions tant qu'on n'a pas parlé de l'argent, de l'oseille. Tout ça, ça prend du temps, cette question de la transition et de l'argent. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent? C'est une double question. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent? Et surtout, dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses, Marie, par exemple? Alors, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Chez les subventionneurs, on va pas se mentir, hein, c'est très clair. Là, aujourd'hui, on tend vers des modèles économiques de plus en plus tendus, que ce soit les bookers, les salles ou les festivals. Donc, dédier de l'argent de notre modèle directement pour ça, c'est vraiment pas évident. On essaye de trouver, mais c'est vraiment pas évident. Et c'est là, je pense, tout l'enjeu aussi de nos institutions, qu'elles soient de politique à travers les collectivités territoriales qui sont forcément les premiers témoins, en tout cas, de ce qui se passe sur leur territoire, mais aussi beaucoup plus haut en région, en département, etc. C'est vraiment l'enjeu aussi ce sont eux qui vont porter aussi la parole, qui vont faire en sorte que on trouve de l'argent quelque part pour justement aider un secteur qui a envie effectivement de changer les choses, mais qui n'a pas forcément les moyens de le faire. Et il y a aussi tout l'enjeu en effet d'organismes comme le Centre national de la musique, qui, à travers les ressources et à travers aussi le poids qu'ils peuvent avoir au niveau du gouvernement, doivent absolument maintenir, et c'est très compliqué, notamment justement, je parlais tout à l'heure de cette subvention que j'ai demandée. Il y a des inquiétudes en discussion justement avec tout le budget en ce moment, enfin voilà, c'est vraiment pas simple. Il y a de fortes inquiétudes sur des réductions de budget, et forcément où est-ce qu'on coupe en premier, au-delà de la culture évidemment, c'est sur des choses de dire bon bah on verra ça plus tard. Donc l'accessibilité, ça fait 15 ans qu'on nous dit on verra ça plus tard. L'égalité femmes-hommes, ça commence à devenir, parce que là ça y est quand même, les choses sont mais on est peut-être allé trop loin. Mais voilà. Et c'est vrai que la transition écologique, c'est en tout cas l'inquiétude que j'ai moi aujourd'hui en tant que professionnelle, et l'inquiétude qu'on me fait part aussi de manière générale sur au moins le maintien des financements actuels. Puisque le CNM offre aussi des dispositifs d'aide sur la transition de bâtiments,
en lien avec cette pertinence. Vraiment, je salue ce travail qui a été fait d'inclure dans le cadre d'aides assez majeures, parce qu'on a des budgets très conséquents, d'inclure et le locataire et le propriétaire, puisqu'en fait très souvent en France, les personnes qui gèrent les lieux, en tout cas je parle vraiment pour les lieux, ne sont pas propriétaires, ce sont les collectivités territoriales. Et là l'enjeu c'est vraiment de mettre en place un dispositif qui puisse, main dans la main, inclure et le locataire et le propriétaire. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, je n'ai absolument pas la certitude que dans les années à venir, ce type de dispositif d'aide puisse être pérennisé. Tu me dis ? Alors, effectivement, les subventions, ça peut être un levier, mais bon, vu l'état des finances publiques actuelles, je pense que c'est un peu probable et pas forcément non plus souhaitable. C'est un peu équivalent à faire tourner la planche à billets, et ça comporte des risques aussi à long terme. Il ne faut pas trop tomber non plus dans le triangle de l'action, de se dire bon, on va attendre que les politiques agissent, ça peut vraiment créer une grosse inertie qui peut être très dangereuse. Moi, j'ai tendance à me concentrer, à inviter nos adhérents et les festivals avec lesquels je travaille dans leur périmètre d'action. Pensez à ce que vous pouvez faire, parce que si vous attendez que les autres agissent, ça va vraiment créer une inertie mortifère et extrêmement dangereuse. Je pense qu'il y a une vraie question de modèle économique dont on parle souvent dans ce genre de table ronde. Aujourd'hui, quand on voit l'inflation des cachets, par exemple, qui est devenue complètement déraisonnable, ça fait partie, je pense, des travaux prioritaires. Pourquoi on n'envisagerait pas politiquement, d'une part, un plafonnement des cachets? Je pense que ce serait déjà une mesure extrêmement démocratiquement pertinente, mais c'est encore une fois, c'est pas dans le périmètre d'action. D'autres tableaux, on va quand même c'est ça. Mais dans le périmètre d'action, réfléchir à ne pas jouer le jeu de l'inflation des cachets, re-questionner le modèle. Il y a des festivals aujourd'hui qui fonctionnent très bien sans annoncer d'artistes, et c'est des modèles que je trouve très inspirants parce qu'ils ne jouent pas le jeu de la starification, ils jouent plutôt le jeu de l'expérience festivalière avec plutôt on vient pour le lieu, pour l'ambiance, la scénographie, le climat qui est extrêmement safe. Moi, c'est plus ce genre de modèle qui m'inspire, et surtout j'essaie de me battre sur travaillant là où on peut, parce que sinon en fait on va continuer à se renvoyer la balle et on n'avancera pas. Et dans quel ordre est-ce qu'il faut commencer même si quand il y a pas d'argent, le modèle économique, c'est peut-être le plus long terme, mais c'est sans doute le plus puissant. Après, il y a des actions, je prends peut-être 2-3, des trucs un peu simples. L'alimentation, ça représente parfois 30% de l'empreinte carbone d'un événement. Le pass CVG, on divise par 5. Ça coûte 0 €. Rendre le parking payant, ça se fait ailleurs. J'ai appris hier que ça se faisait beaucoup en Suisse et en Angleterre. Ça commence à se faire en France, et quand ça se fait, ça fonctionne. Pareil, c'est un poste de recette qui permet à côté de financer les navettes, par exemple. Donc des actions, il y en a qui sont encore imaginables, et je pense qu'on peut continuer à creuser dans ce sens. Merci. Oui, pour ajouter à ce qui est été dit maintenant, je pense qu'il faut aussi insister parfois sur le fait que la soutenabilité et la durabilité, c'est pas uniquement, et dans tous les cas, des coûts en plus. Parfois, c'est aussi une autre méthode d'organisation qui suggère des coûts en moins. En fait, la résilience, elle doit aussi être pensée de ce point de vue-là. Je pense à l'exemple évident étant celui de la mutualisation de matériel, que ce soit des logiciels, de la technique. Énormément de choses en fait qui permettent de penser ensemble nos économies et comme un groupe, et en fait de faire face ensemble. Donc, des fois, j'aurais tendance à en fait, inverser un peu le problème et se dire qu'est-ce qu'on peut économiser plutôt que qu'est-ce qu'on va devoir financer en plus. Et ensuite, je pense que quand tu l'évoques un petit peu à travers la question notamment des éco-participations sur certains objets, on va dire, ou certains services du festival, donc là en l'occurrence le parking, ou bien l'éco-participation sans objet précisément fixé, mais avec la notion derrière de participer, si vous le souhaitez ou non, ça dépend si vous l'idée en fait. Voilà, vous participez à cette transition. Et je pense que ça marche, je pense que ça peut marcher. Je pense que le public est aussi disposé, prêt à faire ça pour une grande partie. Mais je pense que ça ne peut se faire que si les actions menées sont faites en transparence par la société. D'où le fait d'afficher, en fait, l'importance d'afficher ce qu'on fait, ces résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, ou en fait, voilà, pas aussi rapide qu'espéré, mais voilà. Engagé. Et je pense que quelqu'un à qui on demande de donner pour financer la transition écologique du festival, en fait, ses efforts en termes de durabilité, sera plus enclin à le faire si on lui dit voilà à quoi ça ressemble précisément. Et c'est exactement le mécanisme de toutes les campagnes de financement participatif, pour les gens qui en ont fait, pas pour la transition écologique, mais pour un clip ou que sais-je. Il y a des statistiques qui montrent qu'une campagne marche vraiment quand on a expliqué à quoi ça sert l'argent, comment, pourquoi, à quel moment, et qu'il y a des contreparties. Les gens sont
donnent généralement plus parce qu'ils se sentent effectivement co-responsables et solidaires de cette démarche qui est claire et qui est transparente. Tu voulais rajouter une dernière chose? On ouvre aux questions du public. Est-ce qu'il y a un micro qui va là? Il y a un micro qui arrive. Alors si vous pouvez faire des questions rapides, parce que vraiment j'ai tenu mes 10 minutes pour vos questions, mais faites des questions rapides et pas trop genre moi ma vie, mais vraiment une question. Merci. Bonjour, je voudrais poser une question à Rudy. Je voudrais savoir si vous qui gérez le collectif du festival écologique, est-ce que vous êtes en relation avec le service des fournitures d'alimentation? Je pense notamment à ceux qui produisent, les industries qui produisent les gobelets et tous les contenants des aliments. Est-ce que vous êtes en relation main dans la main pour faire avancer l'écologie comme ça? Ou je pense notamment par exemple à ma conjointe, un food truck, et du coup elle a servi au festival de l'Herba Festival qui est écologique et ça a posé beaucoup de contraintes. Du coup je voudrais savoir si vous êtes en relation avec des personnes comme ça. Merci. Oui, effectivement, ce sont des alliés, on travaille avec eux, notamment pour le passage de la vaisselle lavable, qui est un des gros sujets sur la table des festivals en ce moment, parce que tous les festivals sont censés servir leurs aliments, y compris des food trucks, dans des contenants lavables. Donc effectivement, on a préparé ça déjà il y a 1 an avec notre partenaire Esprit Planète, qui est basé à Rennes. Et avant ça, on travaillait déjà avec eux. On a essayé de les inciter d'aller sur la location de gourdes, puisqu'on avait constaté, comme vous le savez sans doute, que de plus en plus d'événements achetaient leur propre flotte de gourdes, ce qui posait question parce qu'en fait on pourrait très bien imaginer dans l'aspect d'économie circulaire de la mutualisation. Et du coup oui, on a travaillé avec eux, ils ont répondu présent. Et là on est encore sur une phase 3 où là on va accompagner l'ensemble des événements de la métropole rennaise sur ce sujet de la vaisselle lavable. Et on est justement en plein dedans sur l'identification de fournisseurs. Donc on explore plusieurs pistes. Le temps que quelqu'un d'autre ait peut-être envie de poser une question, je veux signaler deux initiatives sur... j'arrive. Deux initiatives, une sur Garibig qui fait de la mutualisation de matériel en fait, et Mechaoctech qui fait du recyclage de toutes les machines mécaniques dans les gros spectacles. Voilà. La question. Bonjour, je voulais juste savoir quelle était selon vous la place du vélo dans la durabilité des événements et des choses. C'est que des bonnes questions, merci tout le monde qui me répond. La place du vélo? Du vélo. Et encourager complètement. Je ne sais pas exactement comment le... Moi, je peux répondre d'un point de vue de ressources humaines. Là, nous, par exemple, typiquement, on a mis en place autant que le remboursement de 50% du pass Navigo, la possibilité aussi pour les équipes, en fait, du forfait mobilité. Et donc d'encourager l'utilisation du vélo plus que les transports en commun, même si déjà les transports en commun c'est nettement mieux que la voiture, mais en tout cas sur la part du vélo dans nos équipes et de l'installation de racks à vélo qu'on a mis dans nos établissements. Enfin voilà. Bon, à ce niveau-là. Après, on est par exemple en train d'étudier la possibilité de multiplication des stations de Vélib autour de nos salles, parce que c'est encore très compliqué. Il y a énormément de gens qui souhaitent venir en vélo et qui trouver un Vélib, trouver une place pour le replacer, etc. Trouver un bon Vélib qui marche correctement, c'est assez compliqué. Pour le moment, ça n'avance pas les masses, mais on essaye. Et juste 2 mots, je vous invite à vous renseigner sur le projet Festival en Mouvement qu'on coordonne du coup avec le réseau R2D2, où on travaille spécifiquement sur ces questions de mobilité durable. Donc le vélo, c'est autour de 5% aujourd'hui des publics de festivals qui se rendent à vélo. Les meilleurs arrivent à faire 10, parfois 15%, mais rarement plus, ça plafonne. Et les freins qu'on a identifiés, c'était surtout des freins comportementaux, plus que des freins vraiment techniques. Donc là aussi, il y a une marge de progression assez importante là-dessus. Une autre question? Une question là? Bonjour. Je voulais savoir si vous avez déjà eu des défis concernant le confort de l'audience. Le public, c'est quand même un public assez exigeant. Je pense à la climatisation, les récipients dans lesquels ils boivent leur boisson, etc. Est-ce que c'est des défis que vous avez déjà entendu parler? Alors, je me permets du coup d'intervenir. Mon compagnon est régisseur pour une grosse société de production de spectacles avec des artistes essentiellement anglo-saxons, notamment américains. Et le plus gros défi qu'il rencontre dans ces dates, c'est pas le public, c'est les artistes. Et je prends un exemple très concret d'un artiste qui est passé au Zénith, américain.
pour lequel il a été demandé 3 fois dans la journée de mettre la clim pour abaisser la température à 18 degrés, je crois, avec du coup des dames qui portaient des pulls en cachemire parce qu'elles se pelaient le jonc, pour le dire clairement, et qui ne comprenaient pas qu'en fait il vaut mieux avoir une dynamique un petit peu différente, d'autant que sur le plan du bâti, je pense que Marie, tu seras d'accord avec moi, quand on a, je ne sais plus quelle est la capa, mais 9000 personnes qui font chacune environ 37 degrés, et des loges chauffées à 18, de toute façon ça ne tient pas. Donc je voulais juste, une fois de plus, qu'on ramène cette responsabilité aussi aux parties prenantes culturelles qui elles aussi mettent en avant des manières de faire qu'elles ont parfois beaucoup de mal à challenger. Et je rejoins effectivement cette question, notamment par exemple, c'est poser la question sur un de nos festivals de faire du tout végé. Waouh, gros sujet. Là où on pensait discuter pendant 5 minutes, se dire bon bah c'est bon, on passe en tout végé. Ah non, rien que ça, c'est pas si simple. Et en effet, ça vient moins du public que des parties prenantes. Je suis totalement d'accord avec ça. Le public, de manière générale, quand il fait trop chaud, quand il fait un peu froid, en général, ils comprennent. Enfin, on a aussi ce côté de compréhension de oui, là, désolé, en fait, le chauffage n'a pas encore été allumé parce qu'on n'est que mi-octobre et qu'on essaie d'attendre le plus tard possible parce que on est au courant qu'en fait les fuites ça coûte extrêmement cher. Donc en tout cas globalement nous on n'a pas de retour négatif de public, c'est vraiment plutôt en interne, c'est là où tout le travail se fait. Et pour info, la réponse qu'on a trouvée sur le tout VG de notre festival, c'est plutôt que de dire voilà, si tu veux du VG, tu nous le précises, on passe en tout VG, et si tu veux du carnet, tu nous le précises. Et donc la responsabilité est inversée, quoi. Il y a une taxe. Il y a presque une taxe. Mais donc, voilà, les gens sont un peu entre guillemets affichés. Mais c'est vrai que voilà, les sujets, je suis complètement d'accord avec toi, c'est plutôt en interne en fait, plus que vers les publics. Et on aime bien se moquer de Sandrine Rousseau en France et de ses idées sur le barbecue, tout ça, mais pour avoir accompagné un festival de salles qui travaille sur des esthétiques plutôt de danse, j'ai pu entendre plusieurs lieux se retrouver confrontés à cette charge symbolique du fait de manger de la viande pour notamment les équipes techniques et à l'intérieur des équipes techniques les composantes masculines de ces équipes. Et donc certaines ont réagi de manière très différente. Il y avait effectivement cette alternative et l'autre c'était de dire pour une équipe municipale qui gérait un lieu en direct, en fait maintenant c'est VG. On va faire de la nourriture bonne et goûteuse et tu n'auras pas encore faim à la fin du repas. Mais si tu n'es pas content, dans la mesure où c'est écrit dans la charte qui accompagne ton contrat de travail, et ça peut faire partie des clauses qui font qu'on est désolé, mais tu iras travailler ailleurs si c'est important à ce point-là. Pour toi, ça ne correspond plus aux valeurs de l'établissement. Et c'est VG, pas vegan, hein. VG, oui, pas vegan. On va s'arrêter là. Je voulais vous demander tous les 4 si vous avez un message d'espoir, ça fait un peu messianique quand même, mais une bonne résolution ou un défi que vous voulez proposer aux gens dans le public. Si vous faites un truc, commencez, vous faites ça. Rejoindre les initiatives sectorielles qui sont en cours, elles ont vraiment besoin d'être représentatives du grand nombre d'opérateurs et d'opératrices culturelles pour peser sur le ministère, sur l'État, sur les services déconcentrés, etc. Et faire appel aux prestataires qui galèrent. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit tous ensemble aussi à porter très fortement le discours de notre envie justement d'être dans la transition écologique, dans le développement durable et on a besoin de toutes les forces vives justement pour y arriver. Mais à plus petite échelle, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est en fait la transmission en réseau d'information où quand on se pose une question, on se dit mais alors, attends, qui je vais demander ça? Et je pense que voilà, vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réussir. Et il y a des réseaux qui existent évidemment, c'est vraiment de participer à toutes ces discussions, à tous ces réseaux, puisque c'est grâce à ça aussi qu'on peut avancer ensemble et pas se sentir seul en se disant bon bah voilà, j'ai besoin de faire ça, je ne sais même pas à qui m'adresser. Il y a des choses qui existent, intéressez-vous. C'est quelque chose qui est très 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 intéressant et de cette manière-là, je pense aussi on peut avancer ensemble beaucoup plus rapidement. Je dis Maxime. Oui, bien sûr, s'engager ou s'informer plus, c'est pas déjà au max. Et car les gens ont le discours, l'idée aussi souvent parce qu'on parle de la partie finance, etc. On a besoin de ce changement de secteur. C'est une urgence, c'est une question de résilience. L'idée c'est d'être encore là dans 10, 20, 30 ans en fait.
et ça vaut écologiquement comme économiquement et socialement. On a besoin de ces changements. Voilà, il faut y croire et Faut y aller, quoi. faut y aller. Oui, je suis d'accord sur le sport, il y a de bonnes raisons d'en avoir et c'est très réaliste d'en avoir, c'est même assez bien documenté. Et agir là où on peut, en s'inspirant justement des initiatives qui existent, elles sont nombreuses et des réseaux. Le territoire est quand même bien maillé, donc il faut en profiter parce qu'il y a vraiment plein de projets qui permettent d'avancer concrètement. Si je résume, partage, intelligence collective et solidarité. Et générosité. Merci.